Mon grand-père maternel, Eresquiel Safati, et mon grand-père paternel, Samuel Tuitou. Les deux ont été déportés. À Auschwitz, il a eu la malchance de tomber entre les mains de Mengele. Ils lui ont remplacé un muscle au niveau du tibia par un muscle de chien. Et donc il a vécu après le reste de sa vie avec ce muscle-là. Je me posais la question, quel mérite, moi, j'avais de venir en Israël, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert pour construire ce pays. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'arrive ici, dans un pays où j'ai rien fait. Et en fait, quand j'ai découvert l'histoire de mon grand-père, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai le droit d'être là. Youssef Tuitou, bonjour. Bonjour. Je peux encore vous dire bienvenue en Israël puisque vous êtes arrivé il y a seulement 4 ans et demi. C'est exact. Alors, c'était pas du tout prévu dans votre trajectoire, ni professionnelle, ni personnelle. Moi, j'ai pas connu, en fait, le judaïsme à la maison. Je savais que j'étais juif, évidemment. Ça, on ne l'a jamais caché. Et finalement, j'ai vécu toute mon enfance et toute ma vie d'adulte même, jusqu'à avoir le déclic, sans ne faire absolument rien. Vous n'étiez pas du tout pratiquant. Pas du tout pratiquant. Aucune fête juive, mais aucune. C'est-à-dire que j'étais même pas un juif de Kippour, quoi. Rien. Et grâce à Dieu, en 2016, il y a eu un déclic qui a fait que j'ai fait un voyage ici en Israël. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de voyager en Israël? Ma sœur vit ici en Israël depuis 30 ans. Et j'ai eu envie de venir lui rendre visite. Je l'avais pas vue depuis très très longtemps. En fait, quand j'ai revu ma sœur, on s'était pas vu depuis 17 ans. C'était vraiment super. Je suis venu pour la fête de Hanouka. Donc je suis pas venu spécialement pour la fête de Hanouka, mais je suis venu pour voir ma sœur et c'était la fête de Hanouka. Et là, quand ma sœur m'a fait allumer la première bougie avec mon beau-frère, il y avait quelque chose quand même de très particulier. Cette première lumière de Hanouka que j'ai allumée, ça a été quand même une étincelle qui s'est réveillée chez moi. Ça c'est sûr. Et de là, ça a fait son chemin. Ça a fait son chemin petit à petit. Jusqu'en 2017, j'ai eu envie de découvrir vraiment ce que c'était que d'être juif. Mais vous n'avez pas eu des événements dans votre vie, à part cette étincelle, ça a suffi? J'ai été malade. Le fait de tomber malade, ça m'a amené à changer mon alimentation. Le fait de changer mon alimentation, ça m'a amené à faire aussi attention à tout ce qui était énergétique, méditation. Et c'est la méditation qui m'a fait rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est à travers la méditation que d'un coup, j'ai vraiment ressenti la présence divine. Ouais, la présence divine. Et là, je me suis dit, là, il faut que j'avance. C'est maintenant, il faut avancer parce que c'est quelque chose de vrai. Vous avez senti un appel, en fait. Exactement. Un appel quoi? Un appel vers Dieu, un appel vers Israël? Alors, d'abord, ça a commencé par un appel vers Dieu, mais tout de suite après, j'ai vraiment ressenti l'appel de la terre, l'appel de la terre d'Israël. Et j'ai tout de suite été sioniste, en fait. Ça a dû surprendre votre entourage parce que ceux qui vous connaissaient, vous aviez une très belle carrière. Vous étiez directeur d'une entreprise de construction, de maisons individuelles, c'est ça? Vous étiez tranquille, quoi. Oui, en l'espace de moins d'1 an, j'ai fait ce changement à 180 degrés. À l'Ef-Bet, je ne savais pas ce que c'était. Mais vous n'avez pas eu peur pour votre avenir? C'est ce qui m'a surpris, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui mesurait absolument tout ce que je faisais. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard, jamais. Très organisé. Très organisé. Tout est prévu à l'avance. Tout est prévu, soi-disant, tout était prévu à l'avance. Et tout sauf ça. Et là, c'est comme si on m'avait mis un masque devant les yeux et que je ne voyais que tous les côtés positifs de faire son alia et de venir sur la terre d'Israël. Tout le reste n'avait plus aucune importance. La maison, la voiture, Vous avez des enfants aussi? J'ai des enfants, j'ai 2 enfants, ils sont magnifiques, avec qui on a toujours des contacts. Ça a été un peu plus difficile pour eux, ils n'ont pas compris. Enfin, ils n'ont pas compris. L'aîné n'a pas compris. Le plus jeune, puisqu'à l'époque, il avait 14 ans, le plus jeune, lui, il a toujours été très très proche de moi, donc il a beaucoup plus compris. Enfin, en tout cas, cette période-là. Et donc, alors, pendant 1 an, je les ai amenés progressivement à mon choix. Et voilà, donc j'ai eu la bénédiction du plus jeune. J'ai pas eu celle du plus grand. Mais aujourd'hui, ils ont accepté. Donc, vous vous êtes retrouvés en Israël. Nouvelle vie, nouveau monde. Juste avant d'arriver ici en Israël, j'ai rencontré ce qui est allé être mon épouse. Par WhatsApp, on nous a présenté. J'ai fait un voyage fin décembre, encore à Hanouka, mais en 2017, l'année d'après. Et on s'est rencontrés là, à la dernière bougie. En fait, le lendemain de la dernière bougie de Hanouka, on s'est rencontrés ici pour la première fois. Et on s'est fiancés le premier soir où on s'est vus. Et on s'est mariés 3 mois plus tard. Elle vous attendait tout ce temps-là? Ouais. Parce qu'elle était en Israël depuis très longtemps. Elle était en Israël, elle a fait ses études. En fait, après son bac, elle a décidé de faire son alia. Elle s'est jamais mariée.
Et en fait, au début, quand on me l'a présenté, je me suis dit, mais une fille qui a étudié autant que ce qu'elle a étudié, qu'est-ce qu'elle va faire avec quelqu'un comme moi qui est complètement à côté du judaïsme, quoi, que je connaissais rien du tout. Et pour moi, ça a été un guide, quoi, un super guide. Et voilà, et on s'est mariés. Et grâce à Dieu Hachem, bien que nous approchions la cinquantaine, il y a un an, vraiment presque jour pour jour, puisque c'est Shabbat là, Hachem nous a donné un fils. Vous l'avez appelé comment? Eliav. Eliav parce que Akadosh Baruch Hu s'est comporté comme un père pour nous. Et donc, c'était important de l'appeler Eliav. Bien que vous soyez un juif séfarade d'Algérie, vos deux grands-pères ont été déportés. Mon grand-père maternel, Ereskel Safati, et mon grand-père paternel, Samuel Touitou. Les deux ont été déportés. Un qui a eu la chance de pouvoir revenir relativement rapidement, mon grand-père paternel, et mon grand-père maternel, lui, qui a beaucoup souffert et qui a été déporté d'abord à Buchenwald et qui après a dû marcher jusqu'à Auschwitz. Il a fait la marche de la mort. Il a fait la marche de la mort. Il a été interné combien de temps? 3 ans, je crois, au total. Il est rentré un peu plus de 80 kilos et il en est sorti à 38 kilos. C'est ça qui l'a sauvé peut-être. Ouais, il était fort. Il était fort. Il était fort, il a beaucoup travaillé et en fait jusqu'à la fin, il a pu tenir. Bien que sur les derniers temps à Auschwitz, il a eu la malchance de tomber entre les mains de Mengele, où il a subi une opération qui l'a quand même pas mal affaibli au niveau de la jambe. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Ils lui ont remplacé un muscle au niveau du tibia par un muscle de chien. Et donc il a vécu après le reste de sa vie avec ce muscle-là. Avec le muscle de chien dans sa jambe? Il n'a jamais pu l'enlever? Il n'a jamais fait l'opération. Il a dû souffrir toute sa vie. Je pense qu'il a souffert. Je ne l'ai pas connu mon grand-père malheureusement, mais je le connais qu'à travers les histoires que du coup on m'a racontées et les éléments que j'ai pu récupérer, les différentes cartes, les différentes lettres aussi. Et après, je pense qu'il a une résilience. Il avait une résilience extraordinaire. Il est sorti de Auschwitz et sa vie a commencé, quoi. Quand ils ont été libérés en janvier 1945, en fait, ils sont partis d'Auschwitz. Il est parti là-bas avec un compagnon juif également qui, lui, avait de la famille en Tunisie. Et donc, du coup, il a suivi et il est parti en Tunisie. A priori, il n'avait personne là-bas. Mais comme il n'avait plus personne de toute façon, ni en Algérie, ni en France, ça lui posait pas de problème. Et là-bas, il a rencontré ma grand-mère. Et ils se sont mariés en 1946. Et mon grand-père était un aventurier. Je pense qu'il pouvait pas rester en place. Et ils ont entendu parler qu'il y avait un bateau qui était en départ pour Israël. Et en fait, il voulait rejoindre sa patrie, quoi. Et donc, de Tunisie, ils ont regagné la France, à Port-de-Bouc. C'est un port qui se trouve à côté de Marseille. Et ils ont embarqué pour l'Exodus. Donc, ils étaient passagers sur l'Exodus. Exactement. Bon, malheureusement, vous n'avez pas de témoignage direct. J'ai pas de témoignage direct, mais j'ai l'acte de naissance de ma mère. Et mon grand-père et ma grand-mère, ils ont embarqué pour l'Exodus. C'est eux sur ces photos? Exactement. C'est eux. C'est en 1946. Juste quand il est revenu avec ma grand-mère. Donc ils ont fait le voyage sur l'Exodus. Ils ont fait le voyage. Ma grand-mère était enceinte. Elle attendait un enfant. C'était ma mère. Voilà. Et en fait, comme on connaît l'histoire, l'Exodus est arrivé à Haïfa. Ils sont revenus et ils ont débarqué les femmes enceintes. À Chypre. Et donc, ma mère est née à Chypre, sous autorité anglaise. Ils ont été mis dans des camps de réfugiés. Et ça, c'était 25 juillet 1947. Donc, ma mère est née. Et au mois de novembre 1947 de la même année, ils ont réussi à sortir par l'entremise d'un soldat qui les a aidés à sortir du camp de réfugiés. Ils ont pu prendre une embarcation pour rejoindre Israël à Atlit. Voilà, et donc là, ils sont rentrés au camp. Il y avait un camp à Atlit pour les réfugiés aussi. Ils sont rentrés, ils ont commencé leur vie en Israël. Alors, ça doit être très touchant pour vous qui n'y a pas si longtemps que ça, vous ne connaissiez pas du tout cette histoire. J'ai découvert cette histoire, pour moi, ça a été une révélation. En plus, je me posais la question, quel mérite, moi, j'avais de venir en Israël, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert pour construire ce pays. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'arrive ici, dans un pays où j'ai rien fait. Et en fait, quand j'ai découvert l'histoire de mon grand-père, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai le droit d'être là. Et comment? Parce que vous n'avez pas encore tout raconté, mais là, vous nous avez sorti des cartes. Moi, ça, c'est sa carte de déporté, malheureusement. Oui. Et ça, ce sont des cartes bien particulières. Mon grand-père et ma grand-mère, les deux, se sont engagés au Irgun en 1948. Ils ont été membres actifs du Irgun pendant vraiment de nombreuses années.
Ils ont fait des opérations. Ils ont fait des opérations. Lors d'une opération, c'est quelque chose d'ailleurs que je cherche toujours, mais lors d'une opération, je sais que mon grand-père a trouvé beaucoup d'argent dans une maison qui n'était pas aux Israéliens, enfin qui n'était pas aux Juifs. Et avec cet argent, il a fait construire une Beth Knesset. Et cette Beth Knesset, elle porte son nom à Jérusalem, mais j'ai jamais réussi à la trouver. Et en fait, vous avez encore le temps, vous venez d'arriver. Quand vous pensez à toute votre histoire familiale très chargée, il faut bien le dire franchement, parce que même du côté de votre maman, qui est née à Chypre, qui a vécu en Israël, qui est repartie en France, que vous avez retrouvé ici, vos grands-parents, qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens beaucoup d'amour pour mes grands-parents. Mon grand-père paternel, je l'ai connu un petit peu, mais je me rends compte que je ne l'ai pas assez connu. Et ça, s'il y avait un message à passer, il faut passer du temps avec ses grands-parents. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais rattraper. Le temps qu'on passe pas avec eux, on ne peut pas rattraper. Mon grand-père maternel, lui, je ne l'ai pas connu. Je sais qu'on aurait eu des tas de choses à se raconter. Et je leur dis merci. Je leur dis merci parce que si je suis en Israël aujourd'hui, c'est grâce à eux. Si j'ai réussi à faire l'impasse sur tout ce matériel que j'avais, parce que je vivais vraiment que pour paraître, et ben c'est aussi grâce à eux. Bon, un grand merci à Kadosh Baruch Hu, évidemment, parce que alors il m'a vraiment tiré d'un endroit pour venir me mettre en Israël, et ça a été facile. La première année, ça a été super facile. À partir de la deuxième année, ça a été beaucoup plus compliqué. Si je pouvais faire passer un message aux gens qui veulent faire l'Oralia, c'est très très important qu'ils se mettent dans la tête de pas attendre d'arriver en Israël et d'avoir la même chose que ce qu'ils avaient en France ou dans un autre pays où ils étaient. Si jamais on n'a aucune attente, Israël nous donne beaucoup. Si on attend beaucoup, alors on souffre et on a l'impression de rien avoir. Je dis on a l'impression parce que c'est pas vrai. On a l'impression de rien avoir. Et donc c'est très important de mettre les compteurs à zéro en arrivant ici et en disant c'est une nouvelle vie. Ma vie d'avant c'était ça, ma vie d'aujourd'hui c'est ça. Il faut pas avoir les mêmes attentes. Il faut absolument faire l'ulpan. Absolument. C'est une erreur que j'ai faite, moi. J'ai pas fait l'ulpan tout de suite. Vous l'avez fait finalement? Je l'ai fait après coup. J'ai fait après coup. Mais du coup, après coup, je l'ai fait que 6 mois parce que j'ai créé mon entreprise. Mais si j'ai un conseil à donner, dès qu'on arrive, il faut faire 6 mois, 1 an d'ulpan parce que c'est le secret de l'intégration. À part le conseil d'apprendre l'hébreu, vous avez d'autres conseils à donner? Il y a des choses qui sont essentielles à savoir pour réussir ici? Oui, il faut être persévérant. Il faut être persévérant, ça c'est sûr. Il faut accepter la mentalité israélienne. Elle est très différente de ce qu'on peut connaître en France. Et il faut accepter les gens comme ils sont. C'est des gens qui ont construit le pays, qui ont souffert, qui sont un peu gonflés, on pourrait dire ça comme ça. Mais travail dur aussi. Travail dur, ouais. Ça c'est vrai. Ouais, c'est clair. Mais derrière ce masque, on a des gens avec des grands cœurs. Moi, j'ai découvert des actions spontanées que j'avais jamais vu de toute ma vie. C'est-à-dire? Par exemple, l'Egmar, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et c'est magnifique. L'entraide des uns et des autres, c'est quelque chose que je connaissais pas. En France, c'est vrai que on a beaucoup d'amis, mais des amis bien souvent très superficiels. Alors moi, je viens du Sud en plus. Donc dans le Sud, c'est très facile de se faire des amis. D'ailleurs, je l'ai vu au moment où j'ai changé de vie. Mon cercle d'amis s'est énormément restreint. Beaucoup de gens sont partis autour de moi. Ici, les gens peuvent vous aider, ils vous connaissent pas. Ils peuvent vous aider, vous pouvez vous faire engueuler sur la route parce que vous avancez pas assez vite à un feu. Mais à côté de ça, vous tombez en panne et vous avez quelqu'un qui vient là et qui est là pour vous aider et il va rien vous demander, quoi. C'est extraordinaire et c'est quelque chose que je connaissais pas en France. Dans n'importe quelle action, quand on est un peu en souffrance, on trouve quelqu'un pour nous aider. Et ça, voilà, il faut dire aux gens qui vont faire l'Oralia, ils sont pas seuls. Quand ils arrivent en Israël, ils peuvent avoir de la famille, mais en dehors de la famille qu'ils peuvent avoir... Les voisins, les gens qu'on rencontre dans les écoles, à la synagogue. On est chez nous. En Israël, il n'y a pas à dire. On est chez nous et ça se ressent vraiment. Donc, il ne faut pas avoir peur de la difficulté. C'est clair que c'est pas aussi facile qu'en France, où c'est un pays... Au niveau du travail. Ouais, c'est un pays où on est vraiment assisté en France. C'est très, très facile. Alors ici, c'est un peu plus compliqué, mais si on se remonte les manches, eh bien, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup parce que le fruit de notre travail n'est pas du tout le même. Vous avez remonté une société dans le bâtiment? Grâce à Dieu. Ouais, on a remonté une société où on aide aussi les Olim Pradashim. Justement, je vous disais tout à l'heure, j'ai 49 ans. J'ai vu que c'était pas tout à fait facile, que pour les jeunes qui venaient de faire l'Oralia, beaucoup pouvaient se décourager et sont tentés de vouloir repartir en France.
Et nous, on essaye, alors à notre échelle évidemment, parce qu'aujourd'hui on compte 13-14 salariés, à notre échelle, on essaye d'avoir au moins toujours 50% de l'Imra Nashim, de les former, de faire en sorte qu'ils restent ici et de donner à nos clients un travail à Avoda Ivri avec une qualité à la française. Okay. Qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé depuis que vous êtes là? La naissance de mon fils. Alors, avec tout l'amour que je porte à mes 2 enfants qui sont en France, mon père donc n'avait pas de descendance, à part moi, enfin à part, on est 2 frères, mais personne n'a eu de garçon juif. Voilà. Et Eliav, quand il est né, ça a été le premier enfant juif, et donc du coup... de toute la famille. Exactement. La chaîne continue, et j'avais très peur de ça. J'avais très peur d'être le dernier maillon de la chaîne et que ça soit interrompu après. Et grâce à Dieu, voilà, Eliav est arrivé. Ça a été un bouleversement. Ouais. Et ça continue. Merci. Merci à Kalita pour tout ce que Kalita fait pour les Olimra Dashim. C'est juste énorme. Moi, je sais qu'ils m'ont aussi beaucoup aidé dans les recherches de personnel. Et ils font beaucoup pour les francophones et c'est juste extraordinaire. Donc, merci pour ce que vous faites.